السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ينفعنا بما علمتنا زدنا علما. Donc un salut à tous les fidèles et tous mes compatriotes et tous les ombolos et les ombolettes du monde libre. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le décryptage de la situation politique mondiale. Comme on a dit la dernière fois, donc la religion et la politique, c'est intimement intriqué. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc il ne faut pas se perdre. C'est le même plan, c'est le même objectif qu'on a détaillé auparavant grâce au bon Dieu dans la vidéo précédente. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les moyens politiques, c'est-à-dire c'est l'exécution du plan politique. Donc pour faire clair, et maintenant c'est l'exécution d'un plan politique. Et ce plan politique lui-même, c'est l'exécution d'une guerre idéologique. Vous comprenez? Donc, l'exécution actuelle, c'est l'exécution d'un plan politique. Ok? Ça, c'est le premier chapeau. Et ce plan politique lui-même, c'est l'exécution d'une guerre idéologique. D'accord? Et cette guerre idéologique, donc, elle-même, c'est l'exécution d'une guerre entre... Là, on retourne au début de la création. Entre Satan, Shaitan Rajin, et les fidèles. Donc, pour vous donner les preuves, et maintenant on commence par le premier chapeau, c'est-à-dire par le premier point. C'est le début de la création. Il faut savoir que je vais étaler, Inch'Allah, et vous donner donc mes références et mes preuves authentifiables qui sont basées sur le livre et la sunna et les événements en cours dans le monde par rapport à des scientifiques ou des chercheurs ou des politiciens. Donc je parle pas, je ramène rien de... C'est pas une vision personnelle, ça. Donc je donne des faits, ces faits sont connus et c'est pas un secret de police, c'est un secret de polichinelle, pardon, voilà. C'est-à-dire c'est pas, j'ai rien découvert moi. Ok, d'accord. Donc maintenant on revient au bon Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu subhanahu wa ta'ala? Ad-Dariyat al-ayat 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dans la traduction approximative du verset, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. D'accord? Créer les djinns et les humains que pour adorer qui? Le bon Dieu. Donc chacun, il est appelé à exister, il a une date de naissance, une date de décès. Et dans cette période-là, au cours de cette période-là, il est appelé à adorer le bon Dieu conformément aux directives divines qu'on a reçues via donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a le livre sacré. Maintenant, c'est pas aussi simple, parce que pourquoi? Parce qu'on a des ennemis. Ces ennemis sont invisibles. Le leader, il est invisible, mais ces soldats sont visibles. D'accord? Alors, on a sur la Sad, ayat Nukman, c'est-à-dire sur la Sad, le verset 82. Dans la traduction approximative du verset, par ta puissance, je les tromperai tous. D'accord? Donc, qui dit ça? Ça, c'est Satan qui a juré par la puissance du bon Dieu qu'il allait nous tromper. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a deux groupes. On a Awliya Allah, c'est-à-dire les bien-aimés d'Allah, et Awliya Shaitan, selon les adeptes de Satan. La guerre, elle est déclarée. Après, maintenant, il y a le monde, et chacun va exister au fur et à mesure, à tour de rôle, et donc il rentrera dans cette guerre. Il doit choisir le camp. Et à la fin, on doit rendre des comptes. C'est ça le principe. Maintenant, c'est quoi? Donc le bon Dieu par sa miséricorde, il nous a envoyé les prophètes et les messagers, et les livres sacrés révélés, Kutub Samawiya. Et maintenant, donc, on a l'ulama et on a donc la science donc, qui est disponible, alhamdulillah, et la transmission au fur et à mesure à travers les générations. Donc on a maintenant Kitab al-Sunnah. De l'autre côté, il y a les adeptes de Satan. À leur tête, c'est qui? Ce sont les Schtroumpfs. Bon, les Schtroumpfs, ça représente qui? Ça représente ceux qui occupent la Palestine. Bon, on ne va pas dire le nom adepte, parce que ça peut causer des problèmes, alors ils appellent les Schtroumpfs. D'accord? Donc, les Schtroumpfs, ce sont les soldats préférés de Satan. Maintenant, la guerre, c'est quoi la technique? Regarde, donc c'est très simple. C'est-à-dire comment je ne peux adorer le bon Dieu que via quoi? Un intermédiaire. C'est le messager. Le messager, il transmet un message aux êtres humains dans le sens du rappel que
vous êtes créé que pour adorer le bon Dieu. Attention, vous allez mourir, il ne faut pas vous distraire par les événements et tout. Il faut rester concentré sur votre objectif. Et voilà les directives, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors, c'est quoi? Le principe, c'est donc, Satan, c'est très clair. S'il arrive à couper cette chaîne, donc il n'y aura plus de directives divines, automatiquement l'être humain il sera perdu. La technique, donc la méthode de guerre, c'était quoi? C'était à chaque fois de tuer les messagers et les prophètes à l'instant, les schtroumpfs, donc tuer ça, on sait que on m'a un biya ou rasul, et aussi falsifier les livres sacrés révélés. Donc ce principe, cette méthode, ils ont connu un succès avec à travers cette méthode qui a été appliquée à travers d'un siècle à un autre, à travers les générations, à travers les différents prophètes et les messagers. On arrive au Rasul Moussa, c'est-à-dire à Moïse à la salat wa salam. Là, il y a eu la falsification de la Torah. Regardez, ce qui se passe maintenant, actuellement, tout émane à partir de cette période, la falsification de la Torah. Donc cette falsification de la Torah a été effectuée quand? La chronologie dans le temps. Dans le temps, donc on sait que Moïse donc il est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien? Par 2100 ans. C'est-à-dire 21 siècles. D'accord? Et à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 2025, il y a 1446 ans. Donc ça veut dire en total, c'est 3546 ans. Donc cette guerre qui est maintenant, ce n'est que la ramification de cette guerre idéologique et de cette guerre entre Satan et ses adeptes contre Awliya Allah. Elle est où? La falsification a été effectuée à la période entre Moussa et Rasul, c'est-à-dire au début de l'arrivée, après l'arrivée de Moussa. Maintenant, quand on n'a pas de preuve exactement quand, mais ça se situe approximativement au début de cette période-là. Ils ont falsifié le contenu de la Torah et ils ont développé donc l'idéologie blasphématoire de la venue de l'Antéchrist. C'est-à-dire, ils ont dit que la venue de l'Antéchrist, qui est considéré selon les Schtroumpfs comme le libérateur du peuple Schtroumpf, et de surcroît, ils auront donc la suprématie sur le monde et tout le monde sera donc des esclaves à leur service. Mais pour l'arrivée de l'Antéchrist, il y a des conditions. Les conditions, 5 conditions. La première condition, c'est l'athéisme dans le monde, ou le blasphème, ou le polythéisme. Diffuser ça. Il faut qu'il y ait ça d'une manière prépondérante dans le monde. Donc plus de monothéisme. Le deuxième point, c'est la diffusion de la corruption dans le monde. Al-Fashad bi'anwa'i. Troisièmement, les guerres à grande échelle. Quatrièmement, la famine qui va avec les guerres. Quatrièmement, donc, c'est le grand Israël, parce que l'Antichrist, pour sa venue, il faut qu'il y ait donc un terrain qui est un royaume pour lui. Il ne peut pas venir, ça ne se fait pas de venir dans un petit pays. Il faut qu'il y ait donc un genre de royaume pour lui, digne d'un roi. Bon, selon leur doctrine blasphématoire. Cinquièmement, il faut que le veau doré soit à nouveau réadoré en Arabie Saoudite. D'accord, on a compris. Donc ça, c'est les 5 points. Je vous demande d'être patient parce que on ne peut pas avancer sans patience. On trouve la réponse dans l'amour du détail. Maintenant, moi, je suis en train d'aller vite, sans détail. Je donne donc les principales stations, pardon, et après, chacun est libre d'aller développer ça. Donc, j'ai marqué ça. Donc, j'ai pris des notes pour ne pas me perdre. Alors, là, la deuxième note, donc on a dit que après, mais le problème, c'est-à-dire que les Schtroumpfs, ils tuaient à chaque fois les messages et les prophètes et falsifient les livres sacrés. Maintenant, mais après la venue de Mohammed, là, il y a un problème qui se pose, c'est que le Coran, le livre sacré, il est protégé par le bon Dieu, impossible de le falsifier. Et là, donc la stratégie, Hacharat,
Ils peuvent, parce que leur stratégie se basait sur falsifier les livres. Mais là, c'est pas possible. Par contre, donc il y a un truc. La Sunna, elle n'est pas protégée. Donc, ils ont visé leur stratégie, ou là, ils ont basé toute leur stratégie sur ce point-là. Après la mort du prophète, il y a eu le Khalifa Rashida, le Khalifa Rashidin. Premièrement par Abu Bakr as-Siddiq, ثم Omar ibn al-Khattab, ثم Uthman ibn Affan, ثم Ali. Maintenant, au cours de la période de Omar, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les conquêtes islamiques. D'accord? On le sait, c'est connu par tout le monde. Cette conquête islamique, qu'est-ce qu'ils ont réalisé au côté? Ils ont donc conquis il y a eu la conquête islamique et la chute de l'empire perse. D'accord? L'empire perse, il est tombé en l'an 642 Hijri. Alors, en 642 Hijri, il y a eu la chute de l'empire perse. C'était l'empire sassanide, je pense, hein, l'empire sassanide. Le grand Cyrus, le Cyrus le Grand, l'empire sassanide. Donc, à partir de là, les Perses ont développé une haine viscérale envers les musulmans et en particulier les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils les tiennent responsables pour... C'est-à-dire que les musulmans ont cassé... ils ont cassé quoi? Ils ont cassé l'élan progressiste de l'empire sassanide. Et en plus de ça, on est à l'origine, ils sont restés nostalgiques à leur religion qui s'appelait Zoro, je pense qu'il s'appelait donc la religion, pardon, j'ai pris note ici, je ne connais pas. Zoroastrisme. Zoroastrisme, c'est la religion du feu. Déjà, pour eux, pour faire simple, donc il y avait deux forces dans cet univers, la force du mal et la force du bien. La force du bien, donc elle fait partie de la lumière, notamment donc le symbole c'est le feu. Donc la conquête islamique, elle a cassé ça. Elle a cassé d'une part leur religion et les cœurs sont restés malades et en plus de ça, il y avait donc la conquête islamique, elle a cassé aussi leur conquête islamique, leur cycle progressiste. À partir de là, donc vous voyez là il y a un élément. Il y a donc une population qui n'a pas accepté réellement l'islam et qui a maintenu donc une rancune, une haine et qui est restée nostalgique de par leur prestige en tant qu'empire et de par leur religion, le zoroastrisme, la religion du feu. Donc, et de par leur situation géographique qui est au milieu de la région du Moyen-Orient, là, il y a eu, donc regardez, on a le substratum, on l'a ici. Et là, qu'est-ce qu'ils ont commencé, les Schtroumpfs? Alors, figurez-vous, tenez-vous bien, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, c'est un juif de Sanaa, c'est-à-dire de Yémen. Ce juif de Sanaa, donc il a deux composantes. C'est un juif donc, qui ne nie pas ses origines et sa religion, pardon. Il y a un peu de vent, on va mettre un peu de lampe, pardon. Désolé, ce sont les aléas du direct, c'est comme ça. Donc on a dit que Abdullah ibn Saba, c'est lui qui est à l'origine de cette doctrine d'égarement sous le nom de Shia. C'est lui qui est le premier qui a introduit le Shia, oui, au Moyen-Orient et en particulier chez les Perses. Donc on a déjà une population de Perses, c'est-à-dire actuellement ce sont les Iraniens, haineux et forcés à épouser la religion, notre religion, avec ce sentiment et ce souhait de se débarrasser de cette religion et de retenir à leur première religion, et aussi de retrouver, si on veut dire, de reconquérir leur dynastie, voilà. À partir de là, donc, Abdullah ibn Saba, il a injecté, regardez, Abdullah ibn Saba, il a deux composantes, composante juive et composante shia. Il a injecté ce venin dans cette population, le shia, et en même temps, il a gardé son côté juif. Parce que pourquoi? Il faut savoir qu'en Iran,
il y a la partie, il y a la population Schtroumpf. Cette population Schtroumpf, c'est elle qui va répondre à l'appel de Dajjal, de l'Antichrist. Fait Asfahan. Ils sont environ 70 000 Schtroumpfs qui se trouvent actuellement là-bas. Et ce sont eux qui vont répondre à l'appel de Dajjal. Donc, Abdullah ibn Saba, c'est l'un de ses descendants. Donc, il faut conserver cette population. Donc, on a une population qui est le support de l'Antichrist qui se trouve actuellement. C'est Asfahan, le sud de l'Iran. Et on a aussi donc le reste d'une population chiite. Cette population chiite, elle a un rôle primordial. Pourquoi? Donc, ils vont l'utiliser comme arme à la disposition des puissances occidentales, afin, en trois phases. La première phase, c'est pour contrer la dynastie musulmane, les sunnites, jusqu'à la période de l'Empire ottoman. Donc, l'Empire sassanide a été utilisé pour contrer les sunnites jusqu'à 1918, après la chute de l'Empire ottoman. Alors le principe c'est quoi? Il faut maintenir un parallélisme entre les forces sunnites et les forces chiites. Pourquoi? Parce que le but c'est de maintenir une guerre entre les deux, de telle sorte que ni les sunnites ne puissent reconquérir leur ancienne dynastie, et ni les chiites ne puissent reconquérir donc leur ancien empire sassanide. Donc il faut les maintenir en guerre pour maintenir les deux populations affaiblies. D'accord? Donc après 1918, il fallait affaiblir l'empire sassanide pour qu'il soit en parallèle avec la puissance sunnite qui, à partir de 1918, on sait très bien à partir de là, c'était la déflagration. Après, donc c'est la chute de l'Empire ottoman. Et on a les frontières, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, le reste. Et d'ailleurs, en 1935, l'Iran a été reconnu comme tel parce qu'il y avait l'Empire perse, l'Empire sassanide, affaibli en 1918 et réduit au pays qu'on appelle actuellement l'Iran, qui a été reconnu d'ailleurs en 1935. Mais il fallait toujours, maintenant c'est la phase 2, il faut maintenir l'Iran, qui est un pays chiite, avec une population de Schtroumpfs, il faut les maintenir pour contrer maintenant le reste, de la population sunnite dans la région jusqu'à la phase 3. La phase 3 qui sera donc, qui correspondra au Grand Israël. Au cours de la phase 2, donc comment maintenir l'Iran comme une puissance régionale? Et en même temps la préparer pour qu'elle soit donc le le starter de la phase 3. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Il faut juste avoir les idées claires et voir d'une manière objective. Alors, figurez-vous, en 1958, ici, donc le pays de l'oncle Sam, figurez-vous, ils ont développé un partenariat avec l'Iran dans le cadre de la recherche nucléaire. En 1958. Et en 1967, la première centrale nucléaire qui a été développée ou réalisée ou construite en Iran, ça a été par qui? Par le pays de l'oncle Sam. Donc regardez, ici ils ont construit la première centrale nucléaire en 1967 en Iran, dans le cadre de la partenariat de la recherche nucléaire, mais en même temps avec une vision lointaine que après ça sera le prétexte pour les frapper, pour les anéantir, pour avoir ce qu'on appelle, après ça rentre dans le plan de Bernard Lewis. Ok. Bon, ça je d'une part. Donc ils ont donné cette force nucléaire aux Iraniens, et en plus de ça, ils les ont permis aussi de développer leurs ramifications dans la région, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, ce qu'on appelle actuellement les Houthis, et le reste, donc des fractions, et aussi les leaders, je dis bien les leaders de l'OLP, les leaders. Je ne parle pas des soldats, je parle des leaders de l'OLP. Ils sont tous sous
la soumission et la direction des Iraniens. Et qui serviront aussi de point de starter pour le grand Zébraël. Voilà, donc ça c'est la première partie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, je vais voir ici, normalement j'ai pas oublié. Alors, on va parler de 3, de maintenir phase 2, phase 3, le grand Zébraël, ok. Voilà. La phase 3, c'est quoi la phase 3? La phase 3, ça a commencé le 7 octobre, ce qu'on appelle Tofan Zebra. Bon, rappelez-vous, donc c'était l'Empire sassanide, un petit rappel, l'Empire sassanide qui est devenu l'Iran, et l'Iran après, donc, qui est donc développement partenariat nucléaire, après la première centrale nucléaire en 1967, les ramifications dans les pays de la région limitrophe et à distance, en Liban, par Hizb al-Shaytan, et par le Houthi au Yémen, et l'Irak, et les différentes fractions. Alors, cette partie-là, donc, elle correspond à quoi? Tofan de Zebra, ça a commencé, on connaît tous ce qui s'est passé, les événements, et qui servira d'alibi pour les Chouf sous l'appellation du droit de se défendre. Le droit de se défendre, donc on rase une population et on continue, le droit de se défendre. On va envoyer le Liban, le droit de se défendre, on va envoyer la Syrie, le droit de se défendre, on va envoyer l'Irak, et le droit de se défendre, donc on va partir vers l'Iran, les différentes parties. Donc c'est un embrasement régional. Et qui a servi d'alibi, c'est l'ancien empire sassanide. Abdullah ibn Saba. La génération, Bernard Lewis. Et Bernard Lewis, c'est quoi son projet, Bernard Lewis? Alors, Bernard Lewis, son projet, c'est quoi? Ça a été développé, donc il faut savoir que à chaque fois, il y avait une update, c'est-à-dire une révision des moyens. Il fallait s'adapter. En 1897, ils ont proposé pardon, notre plan. Un autre plan qui reste dans l'exécution, mais pas dans l'objectif. L'objectif, c'est le même, c'est l'exécution. Ça consiste à quoi? Pour réaliser le grand Zébraël. Pour réaliser le grand Zébraël, donc, il faut qu'il y ait donc il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait donc un contexte pour un embrasement régional de la région et comment aller par la suite envahir pays par pays, étape par étape. Alors, Bernard Lewis, qu'est-ce qu'il a proposé? Bernard Lewis, il a proposé donc le projet, ça, c'est-à-dire d'ailleurs, donc ce Schtroumpf, il a un doctorat en études islamiques. C'est-à-dire, il a étudié notre religion, il a un doctorat. Il a compris les points faibles des musulmans et comment les envahir. Alors, ils ont développé l'idiocratie. C'est-à-dire, ça consiste à quoi? Avoir un citoyen mondial, ce qu'on appelle les Zombola du monde libre, qui est incapable de réfléchir. Pourquoi il est incapable? C'est pas qu'il est incapable réellement, c'est qu'il a été conditionné avec le développement du complexe d'infériorité et l'impatience, impossible de se concentrer ni de fournir un effort constant. C'est la frustration rapide, il veut une solution rapide, et ça se limite à quoi? Il se limite à ses besoins, la bouffe, les fringues, le téléphone, les toilettes, et ça, c'est limite, c'est juste là, sans un objectif lointain, c'est juste là. Impossible de raisonner. Mais en parallèle, eux, ils ont développé le niveau très haut. C'est-à-dire que les techniques machiavéliques sont très développées, c'est du haut niveau. C'est-à-dire, plus on avance dans le temps, plus les techniques machiavéliques, c'est du haut niveau, et plus l'idiocratie, ça se développe. Donc, on a quoi? On a donc une situation politique qui est extrêmement complexe, avec un citoyen qui est extrêmement faible. D'ailleurs, le fait d'essayer d'expliquer, il n'aura pas la patience de comprendre, ni d'écouter. Donc, ils ont assuré un décalage entre la réalité et les événements. Donc, le citoyen, il est dans l'impossibilité de raisonner ni de comprendre. Et de surcroît, impossible d'anticiper ni de causer un quiconque problème. Mais bien au contraire, il va subir la déflagration et les conséquences immédiates à moyen terme de cette politique machiavélique. Bref, donc revenons au mouton. À partir de là, donc le but c'est quoi? C'est d'avoir le grand Zébraël. Et après, les différentes populations sunnites et chiites
elles seront réduites à des petits pays, ce qu'on appelle en arabe douailat. Ils seront limitrophes aux grands Israël. Mais maintenant, ces pays peuvent s'unir. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils ont développé? Bernard Lewis, il a dit, donc il faut en parallèle toujours fractionner et affaiblir les zones chiites, de telle sorte qu'à la fin, on aura donc un petit pays sunni, un petit pays chiite, et ainsi de suite. Il y aura toujours la guerre entre eux et ils ne pourront jamais s'unir. Donc, on maintient ça. Voilà. On a dit donc, deuxièmement, si on revient maintenant, il faut toujours revenir à l'objectif primaire. Voilà. C'est l'idéologie blasphématoire de la venue de l'Antéchrist. On a dit donc la première, c'est de diffuser l'athéisme dans le monde, ou le blasphème, ou le politique, le shirk. Donc, supprimer le monothéisme. Alors, ils ont commencé par, bien longtemps, au XIIe siècle Hijri, en 1200 Hijri, ils ont commencé ils ont obtenu des résultats extraordinaires par rapport à leur objectif, bien sûr. Extraordinaire par rapport à ce qu'ils voulaient, et non pas pour nous. Pour nous, c'est malheureusement, c'est dramatique. Alors, à ce qui paraît, ils sont arrivés à l'époque à un niveau de politisme et d'ignorance de loin plus que ce qu'on vit actuellement. Simplement, ils ont commis une erreur. C'est qu'ils n'ont pas détruit les ouvrages. Les bouquins restaient. Ils n'ont pas détruit les bibliothèques, ils n'ont pas brûlé les ouvrages. Alors, il y a eu en 1702, je pense, à peu près à cette période-là, il y a eu donc un mouvement de réformateurs. Un mouvement de réformateurs, où est-ce qu'il est, je vais vous le dire. Le mouvement de réformateurs, c'est... Voilà. Mohamed Abdel Wahhab. Mohamed Abdel Wahhab, il est ici. Mohamed Abdel Wahhab, c'est en 1703, il est mort en 1792. Alors lui, Mohamed Abdel Wahhab, c'est qui? Ce qu'on appelle actuellement les wahhabistes, ça veut dire quoi? C'est par rapport à Mohamed Abdel Wahhab. Mohamed Abdel Wahhab, c'est lui le réformateur au XIIe siècle qui a repris via les livres l'idéologie du monothéisme. Il a repris la science et il a combattu le politisme. Et là, donc c'était une brèche. D'ailleurs, donc ils regrettent ça amèrement parce qu'ils n'ont pas détruit les ouvrages. Alors maintenant, comment contrer ça? Premièrement, donc ils ont ajouté le suffixe it. En médecine, it, ça veut dire inflammation ou infection. Par exemple, gastrite. Gastrite, c'est une inflammation de l'estomac. Hépatite, it. Tu vois, c'est une inflammation ou infection du foie. Encéphalite, l'encéphale, c'est le cerveau. Encéphalite, c'est une inflammation qui peut être donc inflammation du cerveau d'origine infectieuse ou autre. Parotidite, par exemple, donc de la glande parotide, inflammation it. Islamiste, c'est-à-dire inflammation ou infection de l'islam. Wahhabite, c'est-à-dire c'est une appellation, ça veut dire qu'on est dans la maladie, c'est une maladie. Donc déjà ça sonne c'est louche. Excusez-moi. Alors, donc ils ont commencé à combattre, donc donner cette appellation de wahhabite. C'est-à-dire que c'est une fraction qui est radicale, qui est extrémiste. Bien sûr, parce que pourquoi? Parce que c'est du monothéisme. Et eux, ils veulent détruire le monothéisme. Alors, d'une part, ils ont commencé. Et en parallèle, ils ont mis en avant et développé. Donc, ils se sont lancés à promouvoir les différentes fractions aux groupes égarés, notamment les chiites, les soufis, le Qaramita, les chiites avec les différentes fractions. On a des donc Qaramita, Jafariya, Ismaïliya, ils en passent. On a des donc soufis, le Karakiya, le Sururiya, le Khawarij. D'ailleurs, le Khawarij, c'est le premier groupe
qui se sont détachés de la Sunna. Et c'est les premiers groupes qui sont détachés, et ceci durant la période de Ali radiallahu anhu. Regardez, depuis Ali radiallahu anhu, le premier groupe qui s'est détaché du Sunna, ce sont les Khawarij. C'est un groupe égaré. On les connaît en Algérie d'ailleurs durant la décennie noire. Et le monde les a connus à travers les différentes opérations. C'était pas extrémiste, c'était opérations donc égarées, des gens égarés, et ça fait pas partie de notre religion du tout, mais vraiment pas. Alors, depuis ces Khawarij, on a maintenant, en 2025, on a Al-Joulani en Syrie. Regardez comment, depuis Ali radiallahu anhu, cette mouvance, jusqu'à maintenant 2025, hop, Al-Joulani en Syrie, qui représente les Khawarij qui ont commencé donc à la période de Ali radiallahu anhu. Regardez combien de siècles, plus de 14 siècles. Et donc on a dit de Abdullah ibn Saba, donc aussi après la période de Ali radiallahu anhu, donc ils ont commencé, hop, 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 hop. Maintenant on a ce qu'on appelle donc le Hizb Shaitan, on a le Houthi, on a en Irak, on a en Syrie, et un peu partout. Alors, aussi, ils ont envoyé donc les différents pays arabes, ils ont mis donc des responsables à leur service, et ça a toujours été comme ça. De par le monde, ce sont eux qui désignent les chefs d'État. C'est pas la peine de dire que personne ne peut changer ça parce que c'est une puissance extrême. Tu peux pas agir à ce niveau-là, parce que si tu enlèves un chef d'État, il sera remplacé par un autre. C'est comme, par exemple, pour faire simple, tu enlèves un joueur et tu as un championnat, c'est pas un problème. Bah, tu dois recruter un autre joueur, c'est tout. Toi, tu as éliminé un joueur, et bien il y a plein d'autres joueurs. Si tu veux réellement fixer le problème, tu enlèves la fédération. Tant que tu n'as pas enlevé la fédération, tu es en train de tourner autour. Alors aussi, donc, ils ont commencé aussi par fragiliser la foi des musulmans, notamment via l'organisation via l'internet aussi, et via donc les spectacles. C'est pour ça donc ils ont commencé par à travers maintenant c'est à peu près plus d'une décennie, commencé par des festivals, Mehrajana, je sais pas comment on appelle ça en Arabie Saoudite, Mehrajana, les différentes Mehrajanat. Et pourquoi ça? Parce que il faut savoir que le cœur Shaitan, Rajim, il va l'affaiblir de plusieurs façons. S'il ne peut pas le pousser vers le coffre, il va commencer par le BAB, c'est-à-dire le shahawat. Parce que si le cœur s'engulfe shahawat, shahawat, as-sara'ir, al-kaba'ir, après qu'est-ce qui va se passer? Il va passer dans le. Il va se rétrograder dans le dunub al-sab'iyya. Et après, une fois donc dunub al-sab'iyya, s'il persiste, il va passer dans le dunub al-shaytaniyya. Après, s'il persiste, il va rétrograder dans le dunub al-malakiyya, c'est de prétendre la seigneurie telle que le savoir et العلم والقوة الحول والقوة والعلم والطول. Bon, je vais rentrer dans les détails parce que je ne peux pas traduire ça, c'est un peu difficile. Après, de l'Oup Malakia vers le Kofr. Donc, eux, ils vont fragiliser cette population par, d'une part, persécuter les ulama dans la sunna et les mettre en prison, et les autres ils sont interdits de tout regroupement ou interdits dans les différents médias, et les médias sont occupés par les différentes fractions égarées. Et donc une fois que cette population elle est affaiblie, il n'y a plus de ulama, ils ont commencé à développer ce qu'on appelle la pseudo-religion d'Abraham. Alors le principe de la pseudo-religion d'Abraham, c'est quoi? C'est de prendre une partie du christianisme, une partie du judaïsme, une partie de l'islam. Et après, on a un seul livre. Et dans chaque pays, et dans chaque région, on a une synagogue, on a une mosquée, et il y en a une église. Et tu as le livre en commun. Donc on supprime le monothéisme. Et de surcroît, on a supprimé le wahhabisme. Il n'y a plus de monothéisme, il a été supprimé. Et on a supprimé les ouvrages. D'ailleurs, le citoyen, il ne veut plus lire, il ne veut plus s'informer ni se cultiver. C'est un zambolo pur qui se casse. Bon, je sais que tu connais ce que ça veut dire ça.
المهم donc et aussi en 2010 le président de l'oncle Sam du pays de l'oncle Sam en 2010 c'était Eddie Murphy. C'est un pseudonyme, Eddie Murphy, vous comprenez de qui il se fait allusion. À la colère, donc ils ont commencé par ça et aussi par ratifier une loi qui consiste que dorénavant, dans le futur, ils vont l'appliquer progressivement. Chaque personne qui s'opposera au monothéisme ou qui utilisera ce terme-là, elle sera persécutée et elle sera donc neutralisée, quel que soit son pays, via l'Interpol. Ok. Et d'ailleurs, ils ont ouvert la première maison de la pseudo-religion d'Abraham en Émirats Unis, Arabes Unis en 2022. Voilà. Et si vous avez remarqué au niveau des aéroports, maintenant il y a cette unité. Dans chaque aéroport, vous allez trouver donc qui est écrit Moussala ou prière. Et quand tu rentres, tu trouves synagogue, tu trouves la croix de David et tu trouves le croissant de l'islam. Bon, il n'y a pas encore le livre, mais déjà ils ont commencé ça. C'est la mise en conditionnement. Voilà. Donc on a parlé de ce point. Maintenant, quel est le rôle de Charlot et les événements qui se passent actuellement avec ça? Maintenant, ça commence. Alors, on a dit que le troisième point, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les guerres. Pour la venue de l'Antéchrist, il faut qu'il y ait les guerres. Les guerres, c'est quoi la stratégie? Alors, on a les Schtroumpfs. On sait très bien que les Schtroumpfs tiennent les banques ou les finances dans le monde. Dans le monde, les finances sont tenues par les Schtroumpfs. On sait ça. Deuxièmement, donc, on sait que aussi l'Empire soviétique. L'Empire soviétique, l'Europe, l'Empire soviétique, d'accord? Alors, après, il y a eu un effondrement de l'Empire soviétique, mais le citoyen russe, il a toujours gardé cette nostalgie de la grandeur de l'époque de Tsar. Donc, il fallait entretenir ça et sélectionner une personne qui sera dans le futur un leader, un chef d'État de cette région, qui sera donc l'ennemi via l'Occident. Il faut maintenir cette haine, toujours une haine entre deux régions pour qu'il y ait par la suite les alimenter. En bas, il y aura donc une guerre entre les deux, ce sont les guerres. Alors, c'est le cas de Poutine actuellement. Et Poutine, donc, il est très nostalgique de la reconquête de l'Empire soviétique. Et ceci passe inéluctablement par des guerres. D'ailleurs, la guerre en Ukraine actuellement, elle est alimentée par ça. Ok. Maintenant, donc on a dit que le pays de l'oncle Sam, maintenant c'est un problème existentiel. On a déjà dit ça en préalable. Alors, ils ont un endettement de l'ordre de pratiquement pour donner un chiffre rond, de 36 trillions de dollars. Ça veut dire quoi, 36 millions de dollars? 36 trillions de dollars. Ça veut dire 648 000 milliards de dollars. 648 000 milliards de dollars. 648 000 milliards de dollars. Une dette interne de l'ordre de 648 000 milliards de dollars. C'est impossible à rembourser. Alors les gens qui parlent de l'Arabie Saoudite, ils ont investi 600 milliards sur 4 ans. Ce qui fait moins de 200 milliards par an. 600 milliards par rapport à 148 000 milliards de dollars. C'est du pipi de chat, c'est insignifiant. Ils veulent donc maintenant prendre approximativement 26 000 milliards de l'Ukraine à travers ses richesses. C'est pas 500 milliards, c'est 26 000 milliards. Je vous invite à faire une recherche sur l'estimation des biens et des richesses de l'Ukraine. Et vous allez trouver qu'il y a donc une bataille sur 26 000 milliards d'euros, pas de dollars. Mais bon, supposons 26 000 milliards de dollars avec l'investissement et l'imposition et tout. Ça fait max, ça fait 30 000 milliards de dollars. Mais ils sont endettés 648 000 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est impossible de rembourser ça. C'est un problème existentiel. On est en fin de cycle d'un système économique mondial. C'est la fin de la mondialisation du capitalisme.
Donc, il faut agir. Maintenant, c'est un problème existentiel. Là, ils ont mis Charlot. Et comment Charlot, il va converger dans le sens du projet, du plan politique, du plan idéologique principal. Là, il faut se concentrer. Je suis désolé, le niveau il est extrême, faut comprendre ça. Alors là, donc je vous donne les points, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, donc il faut la stratégie. Donc on a dit que la stratégie, ça consiste à quoi? On a parlé la dernière fois, on a du proxénétisme politique, c'est-à-dire c'est les taxes douanières, une imposition de manière intempestive et répétée, jusqu'à l'asphyxie financière, et le surcroît une crise économique mondiale et le fondement du système économique mondial. Ça, en premier. Deuxième point, c'est développer l'insécurité. Pourquoi l'insécurité? Quand il y a l'insécurité, ben, automatiquement, il n'y a pas d'investissement parce que la région, elle est incertaine. Donc, d'ailleurs, si toi, tu veux investir dans un pays et ce pays, donc, il est instable, tu as peur d'investir parce que tu as peur de tout perdre. Parce qu'il vit à les guerres et tout. Donc, quand il y a l'insécurité dans le monde, le commerce mondial stagne et la production stagne. Alors, d'une part, on a dit le proxénétisme politique, d'autre part, l'insécurité. Et l'insécurité, elle passe obligatoirement par les guerres. Et quand on dit guerre, ça rejoint à l'idéologie de l'Antichrist, c'est-à-dire le troisième point, c'est qu'il y ait guerre et la famine. Alors, maintenant, Sarlo, qu'est-ce qu'il a fait? Sarlo, il s'est basé sur quoi? Sur l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est qui le président de l'Ukraine? C'est Zelensky. Zelensky, c'est quoi? C'est un schtroumpf. Ah ben oui, c'est un schtroumpf. C'est pas comme ça. Ah, ben, c'est un schtroumpf qui a été choisi et sélectionné et désigné et mis en avant en Ukraine pour servir ce plan. C'est-à-dire c'est le point de relais entre la haine et la nostalgie des anciens soviétiques pour reconquérir leur dynastie et leur gloire contre ceux qui l'ont cassé. Et le starter ou l'élément intermédiaire entre les deux, c'est le Schtroumpf Zelensky. Il est là afin d'animer la bataille et de les pousser vers une guerre et un embrasement dans la région. Donc de l'autre côté, on a quoi? On a la Shia et les sunnites, Moyen-Orient. De ce côté-là, l'Europe, on a l'ex-Union soviétique contre l'Europe, et l'Europe de l'Est contre l'Europe de l'Ouest. Et donc, à travers l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que l'Europe n'avait pas une position, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas une position nette, mais ce sont des belligérants, c'est-à-dire à travers le financement des armes, qui a coûté 10 milliards de dollars pour l'Europe, et aussi par la formation des soldats ukrainiens. D'ailleurs, déjà au préalable, l'Europe, elle est endettée à hauteur de 14 000 milliards d'euros. Ils ont investi d'une manière extrême dans cette guerre d'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intention de amortir leurs dépenses, c'est-à-dire que si l'Ukraine gagne, quand on dit l'Ukraine, on dit l'OTAN. Donc l'Ukraine sera donc adhérée à l'Union européenne. Et de surcroît, ils vont amortir leurs dépenses via les richesses de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, elle est très riche. Il y a la richesse minière, énergétique, les gaz, le pétrole, agricole, le blé et le reste. Donc ça amortit de loin. Mais Charlot les a tapés dans le dos. Ça a été la douche froide, vu que donc après un investissement de l'ordre de plus de 4 ans et chiffré à plusieurs centaines de milliards d'euros, ils sont sortis bredouille, rien du tout. Et en parallèle, ils achetaient le gaz de la Russie. Maintenant, ils achètent ça du pays de l'oncle Sam à 4 fois le prix. Et la répercussion, elle est sur le citoyen. Donc, on voit qu'il y a une hémorragie financière de l'Europe qui est endettée. En plus de ça, elle a investi dans une guerre, elle est sortie de bredouille.
histoire d'enfoncer le clou et d'accentuer l'hémorragie financière, Charles, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a menacés de se retirer de l'OTAN et qu'ils seront plus protégés par le pays de l'Oxfam. Dans la panique, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dirais sous le contexte de la panique. Mais en vérité, chaque leader, chaque élite des pays européens ou des pays africains ou des pays du Moyen-Orient sont élus et sélectionnés par les Schtroumpfs. Donc, ils jouent un rôle, c'est une feuille de route. C'est fait exprès. Alors, eux, sous prétexte qu'ils sont donc maintenant à découvert, ils n'ont plus la protection des pays de l'Oxfam, il faut maintenant développer une armée européenne. Et bien sûr, cette armée européenne, elle passe par quoi? Elle passe par l'investissement, il faut investir. Alors, ils ont injecté la somme de 840 milliards d'euros. Alors, déjà 14 000 milliards d'euros de dette, l'argent dépensé au cours de la guerre d'Ukraine, qui est toujours en cours. Troisièmement, presque 1000 milliards d'euros pour former une armée européenne qui ne sera donc, on verra le fruit de cet investissement qu'au minimum dans 10 ans. Or qu'on a besoin de solutions rapides maintenant. Tu n'as pas 10 ans pour former, tu n'as pas le temps pour un. C'est maintenant, c'est fini, les carottes sont cuites. Alors on voit très bien que l'Europe, elle a plongé dans une spirale de faillite, histoire d'enfoncer le clou davantage. Donc Charlot, on a dit, c'est quoi sa technique? Ce sont les attaques intempestives. Il t'aide à couler. Alors il a développé cette technique des tarifs douaniers, c'est l'imposition. Au cours de cette imposition, elle passe par deux étapes machiavéliques. La première étape, ça consiste à quoi? Ça consiste à mettre le monde entier, c'est de perdre tous les alliés et d'avoir comme ennemi ou comme adversaire le monde entier. Donc il faut faire quoi? Il faut faire imposer les tarifs douaniers à l'ensemble de la planète, les pays de la planète. Donc, ils seront dans l'obligation de répondre d'eux-mêmes. Avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Afin de récupérer le cash circulant, c'est-à-dire la monnaie circulante, c'est-à-dire il y a du cash qui circule via les organisations mafieuses. Alors, il leur a proposé d'une manière délibérée une ouverture, une faille afin d'investir dans la crypto-monnaie pour blanchir leur argent. Ils ont mordu à l'hameçon, ils ont investi, ils ont injecté tout leur argent, presque tout, je ne sais pas combien, mais en tout cas des milliers de dollars. Ils ont injecté dans l'achat de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'une crypto-monnaie, elle coûte environ dans les alentours de 82 000 dollars, pardon, à peu près 82 000 dollars ou 84, je ne me rappelle pas exactement. On va dire donc à la fourchette de à peu près dans approximativement 84. Donc une crypto, un bitcoin correspond à 84 000 dollars. D'accord? Donc ils ont investi, ils ont acheté plein de crypto-monnaies afin de blanchir leur argent. Donc ils ont investi pour blanchir leur argent. Mais Charles l'escroc, le gangster, il a récupéré cet argent et causé après une faillite, une chute de la bourse, un effondrement de la bourse, et tout le monde sort perdant, mais lui, il va récupérer l'argent. Bye bye les organisations mafieuses. Alors, pour atteindre ça, il a donc développé d'une part l'imposition, les tarifs douaniers. Et les tarifs douaniers, qu'est-ce qu'ils ont causé les tarifs douaniers? Quand il a imposé les tarifs douaniers, ça a causé une panique dans le monde, une instabilité financière. Et donc les gens, quand il y a une instabilité financière, les gens ils ont peur d'investir. Et s'il n'y a pas d'investissement, donc il n'y a pas de production. Et les achats, donc des actions, il n'y a pas. Les gens n'achètent pas les actions. Donc il y a un effondrement boursier. Effondrement boursier, chute du bitcoin, les organisations mafieuses, ils ont perdu. En un seul jour, ils ont perdu 6 trillions de dollars. C'est-à-dire à peu près 112 000 milliards de dollars en une journée. Bye bye. C'est un cas. Et ça, on l'escroc. L'État,
ont perdu 116 000 milliards de dollars en une seule journée. Il n'y a pas que ça. Donc, mais maintenant, si on doit parler maintenant des Européens comme moyen de réponse, est-ce qu'ils ont des moyens afin de riposter? On prend l'exemple de la France. La France, il faut savoir que la France, elle achète ou elle importe du pays de l'Oxfam à peu près 0,3 du PIB américain. C'est insignifiant. 0,3, ça ne peut pas affecter. C'est-à-dire, même si tu imposes des tarifs douaniers sur les sociétés du pays de Charlot, vous comprenez ce que je veux dire, ça n'aura pas de conséquences. Ça, d'un point. D'autre part, ce qui est importé d'ici, c'est quoi? C'est de la matière énergétique. Et donc, si tu imposes des tarifs douaniers, automatiquement, ça va se répercuter sur les Français, sur la population. Pourquoi? Parce que le coût de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité et du gaz, il va quadrupler. Et donc, il y a un risque d'implosion. Donc, la France se retrouve dans cette incapacité de riposter. Parce que si tu ripostes, tu vas tout détruire. Tu vas taxer ces sociétés vont augmenter le prix et le citoyen va payer le prix. Donc déjà, on voit très bien que l'Europe, elle est dans l'impasse. Mais j'aime bien les discours fantaisistes de Macron qui dit que c'est bien pour nous, nous allons nous réveiller et nous allons changer de partenaire et ça va permettre aux Chinois d'investir ici, nous allons transformer nos sociétés vers blablabla. Mais tout ça, monsieur Macron, ça demande du temps et ça demande de l'argent. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas d'argent. C'est un problème d'argent, tu ne peux pas. Parce que pour délocaliser les sociétés d'ici vers l'Europe ou vers la Chine, ça demande des moyens, toute une structure, tout un réseau. Et ça demande du temps, 5 ans, 10 ans, on va dire bon 5 ans à peu près, parce que pour avoir un cycle économique, il faut attendre 5 ans à peu près. Ils n'ont pas le temps pour ça, donc c'est un clash, c'est un effondrement programmé, c'est un échec programmé. Il dit n'importe quoi, ça c'est juste pour assurer la population, les embolos qui avalent tout. Voilà. Alors, histoire d'accentuer, donc là, il a créé ce qu'on appelle la mise en condition. Charlot, la première étape, ça consiste le conditionnement du monde. Donc, il a mis le monde entier contre lui, l'ensemble des pays de la planète contre lui, et après, l'instabilité économique, financière, c'est la crainte, il y a un climat de peur et d'instabilité financière. Après, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il faut savoir que le prochain mois, le mois d'avril, le mois de mai, pardon, le 6 mai ou le 7 mai, il y a un programme pour l'OPEP d'augmenter la production des barils de pétrole, la production quotidienne, qui est insensé. C'est un paradoxe, ça n'a pas de sens. Actuellement, il y a une stagnation mondiale de la production et du commerce mondial. Donc normalement, s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de production, tu n'as pas besoin de pétrole. Bien au contraire, pour préserver le prix du baril de pétrole, il faut diminuer la production. Maintenant, si tu vas augmenter la production, tu vas inonder le marché. Donc le prix du baril de pétrole, il va s'effondrer. Alors pourquoi c'est fait ça? Charlot, c'est un salopard. Rimbaud, Charlot, c'est de l'extrême. Pour mettre la pression sur Poutine. Parce que Poutine, il finance son armée par la rente pétrolière. Le financement de son armée, il tient au prix du baril de pétrole. Donc, si Charlot, il a mis donc la pression sur les pays de l'OPEP afin d'augmenter la production, donc le prix du baril de pétrole il va chuter et Poutine, il ne pourra pas maintenir cette guerre. Donc, ça sera une pression, une carte contre lui pour réaliser un accord de paix avec Zelensky. Pourquoi il faut réaliser un accord de paix avec Zelensky? Parce que Charlot, il a fait ce qu'on appelle le volte-face. Volte-face, en anglais, ça veut dire que tu fais demi-tour. Il a dit, bon, j'arrête les tarifs douaniers sur une période de 90 jours et on verra. Les gens, tout le monde ont plongé, ils ont cru
il est fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il a regretté, il a vu que maintenant ça se retourne contre lui. C'est pas vrai, c'est pas ça. Lui, il a fait tout ça, c'est programmé. Au départ, c'est de créer ce climat de peur et d'incertitude, d'instabilité financière. Après, il t'offre 90 jours pour, maintenant qu'il t'a donné, alors il t'a donné un aperçu par rapport à un avant-goût de ce que tu risques s'il continue cette imposition. Donc, entre-temps, il va se rabattre sur l'Ukraine via l'augmentation de la production de barils de pétrole, une pression sur Poutine pour réaliser un accord de paix. Et cet accord de paix, s'il est réalisé au cours des 90 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Charlot, il aura main mise sur l'Ukraine, sur les richesses minières, sur le pétrole, sur le gaz. Donc, avant la fin de ces 90 jours, donc l'Europe sera encerclée. Elle dépend de Charlot pour avoir l'énergie, et de ce côté-là, de la Russie, et de Charlot qui est là. Et donc Charlot, il est venu, il est là. Donc il devient Habib, tu vois, il vient là, il va te caresser. Il est là. Il t'a maintenant, donc, il t'a encerclé. T'as pas déçu. Maintenant, il est là en Ukraine et il est là à travers l'Atlantique. Et voilà, donc il aura donc un pouvoir total sur l'Europe. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Comment résumer ça? Donc on a dit qu'il a quoi? Il a maintenant, il a mis en place. Après, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va ajouter, voilà, je vais vous donner des preuves, moi je les sens. Normalement, ça là. Pardon. Il y a tellement de feuilles. Voilà. Alors, regardez. Je vous donne la preuve maintenant, vous pouvez vérifier par vous-même. Christine McDaniel. Regardez, Christine McDaniel. Le titre Trading Down, The Risk of Dollar Devaluation. C'est une étude qui a été réalisée par un politologue et un expert en finance en Californie. Et la journaliste, c'est Christine McDaniel, Trading Down. Elle a parlé d'une technique, c'est la dévaluation du dollar. Pourquoi? Cette technique est dans quel but? Attention, il est en train de jouer un jeu très très dangereux. Ou ça passe ou ça casse. Alors, entre-temps, il va dévaluer le dollar. Pourquoi il va dévaluer le dollar? Et quand il dévalue le dollar, qu'est-ce qui va se passer? S'il va dévaluer le dollar, il va y avoir une chute de la croissance mondiale de l'ordre de 1,5%. C'est les dommages collatéraux. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, Charlot? Charlot, il a dit, je suis en train d'effectuer une opération chirurgicale. Il y aura une période de convalescence, il y aura des douleurs, il y aura des hémorragies, il faut s'y porter. Mais la guérison et les résultats, ce sera après. Il a insinué à ce passage-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dévaluation du dollar. L'ensemble vont chuter. Nous aussi, on sera atteint. Donc la croissance, elle va chuter de 1,5%. Mais la croissance américaine, elle est de l'ordre de 3%. Donc elle va chuter. Donc 1,5%, ça sera donc de l'ordre de 1,5%. Ils sont toujours dans le plus, 1,5%. Par contre, les pays européens, on prend toujours l'exemple de la France. La croissance économique actuelle, elle est de l'ordre de 0,5%. Voilà. FBI. Ça a à peu près 10 secondes. Bon, bref. Alors, on a dit que l'ensemble des pays européens, ils seront en récession parce que la croissance elle sera moins. Parce que il faut soustraire 1,5%. Ça d'une part. D'autre part, il faut savoir que le dollar, donc voilà, ici,
Le dollar représente quoi? C'est la monnaie principale dans le système de réserve international. Dans le système de réserve international, les différents pays du monde, ils savent très bien que l'évolution en matière de commerce international et d'économie, elle est instable. Donc, la monnaie, elle se dévalue rapidement. Par exemple, le dinar ou le yen ou les différentes monnaies, pour avoir donc une finance, c'est-à-dire pour avoir une valeur qui est plus ou moins stable, tu convertis ta monnaie en dollars et tu la mets dans la Banque mondiale et ça te permet d'avoir une certaine assurance ou une marge de sécurité. Maintenant, si le dollar il est dévalué, c'est la panique totale parce que toutes les sociétés du monde, donc, ils ont investi dans le dollar. Ils vont, d'une part, donc, il y a la chute de 1,5% de la croissance mondiale, d'autre part, il y a la chute de la réserve, la valeur de la monnaie de réserve internationale, c'est la panique totale. Ça, c'est le mise en conditionnement et le climat de peur. On a dit pour avoir l'effondrement mondial, il faut dans une crise mondiale et l'insécurité. Et là, il y a l'insécurité. Donc, après, donc, c'est pour ça qu'il a dit. Quoi ça? Ok, pardon. C'est pour ça qu'il a dit après 90 jours, il y a négociation. Parce que durant ces 90 jours, donc, les gens, ils ont perdu des milliers les différents pays, les différentes sociétés et les grandes multinationales, ils ont perdu des milliards de dollars. Avec tu rajoutes la dévaluation du dollar, donc l'insécurité financière, et tu rajoutes, donc, il les a encerclés en Ukraine et en Russie, il y a ici le pays dans l'Oxfam, c'est-à-dire que la dépendance énergétique, ils sont encerclés. Et donc ils vont venir dans une position de qui? De faible. Ils ne vont pas venir négocier. Lui, il a utilisé le terme de négociation. Mais en réalité, ce n'est pas de la négociation. Ils vont venir négocier, il va leur dire quoi? Vous avez eu un avant-goût de ce qui vous attend si je reprends les tarifs douaniers. Alors maintenant, je vous ouvre une fenêtre. C'est à prendre ou à laisser. Je vous ai dit, Charlot, c'est un gangster. C'est un ancien gangster en matière de finance, parlant. Un businessman, new-yorkais. Brooklyn et panoplie. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer? Il faut savoir que l'ensemble des pays du monde, ils ont un excédent avec la Chine. C'est-à-dire qu'ils importent de la Chine plus qu'ils exportent. Alors, il va les obliger, soit donc, vous faites de même. Vous imposez des tarifs douaniers sur la Chine, et donc la Chine elle va perdre. Ce sera une hémorragie financière. Soit vous faites ça, soit je reprends les tarifs douaniers et je continue dans la dévaluation du dollar et on crève tous. C'est-à-dire, moi je vais crever avec vous, mais toujours est-il que moi j'ai 3% de croissance mondiale, croissance économique par rapport à vous. Et vous n'avez que 0,1 ou à 0,5. Donc vous allez sombrer avant moi. Donc c'est ça la négociation. D'autre part, moi je vais vous poser une question. Vous pensez que Charlot, il a déplacé 2 navires, deux porte-avions en mer Rouge? Il faut savoir que le porte-avions, comment il s'appelle? Je vais vous dire le nom. Le porte-avions, où est-ce qu'il est? Charlot, il a quoi? Il a déplacé 2 porte-avions. Alors le porte-avions, il s'appelle donc pardon, c'est US Gerald Ford. US Gerald Ford. Alors, il a 2 réacteurs nucléaires. Sa longueur, la longueur de ce navire porte-avions, c'est 337 mètres. Imaginez, 3 terrains de foot. 337 mètres de longueur. Sur une hauteur de 48 mètres. T'imagines? Presque un demi-kilomètre sur 48 mètres. 2 réacteurs nucléaires et il peut porter donc des chasseurs bombardiers, 90 avions, 90 chasseurs bombardiers. Donc au total, on a 180 chasseurs bombardiers sur ce 2 porte-avions.
avec un équipage à peu près de 4200 personnes. Alors, il a déplacé ces deux porte-avions. Il a déplacé 6 bombardiers, comment on les appelle, les bombardiers, pardon, ces bombardiers voilà, 6 bombardiers B2 Spirit. 6 bombardiers B2 Spirit. C'est quoi ces caractéristiques? 6 bombardiers B2 Spirit. Alors, peut contenir jusqu'à 35 tonnes de bombes et de missiles divers. 35 000 tonnes. 35 tonnes, pardon. Et la capacité aussi ces bombardiers B2 Spirit, ils ont la capacité de suivre les cibles à longue distance, jusqu'à 92 km. C'est-à-dire que dans les guerres classiques, pour bombarder une région, il faut rentrer dans cette région-là, et à partir du ciel, tu bombardes. Maintenant, non, avec ces bombardiers, tu es à distance. À peu près 100 km, tu peux bombarder la région. Et pourquoi ça? C'est quoi cette particularité? Parce que l'Iran, ils sont dotés d'un système antiaérien qui est fourni par les Russes. Ce système balistique, il est très développé. Et donc, ils ont peur par rapport au tapage médiatique et sur la conséquence interne des populations de subir des pertes énormes. Donc, il y aura une pression contre eux. Avec ces bombardiers B2 Spirit, ils peuvent donc, sans entrer à l'intérieur de l'espace aérien du territoire ennemi, bombarder à une distance avec une sécurité de 100 km. D'autre part, ces bombardiers, ils peuvent frapper des banquiers. Même si tu te caches dans les souterrains, les abris souterrains, donc les bombes là, avec une tête qui creuse, elles peuvent atteindre les banquiers. Tu es à l'abri nulle part. D'autre part, donc, ils ont la capacité de la pénétration profonde dans le territoire ennemi pour des frappes, pour des frappes offensives et éventuellement nucléaires. T'as vu? Nucléaire, bombardier B2 Spirit. Donc on a dit deux porte-avions. Deux porte-avions USS Gerald Ford, 6 bombardiers B2 Spirit. Ils ont déplacé aussi, donc il y a 20 000 soldats dans la base militaire de, comment on appelle ça, Diego Garcia, qui se trouve à 1500 km au sud de l'Iran. 20 000 militaires, 20 navires. Tu rajoutes à ça, donc les différentes bases militaires au Koweït, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Alors tout ça, c'est juste pour les Houthis. Pas possible, on va pas bombarder une mouche. C'est pas à cause d'une mouche qu'on utilise une bombe. Une mouche, tu la tues avec rien du tout avec ça, mais tu vas pas utiliser donc une bombe pour une mouche. C'est très clair là pour quelqu'un qui est sain d'esprit, comprend qu'il y a une guerre qui se prépare. Mais sous le prétexte que là, pour combattre les Houthis, on a déplacé. Mais les Iraniens comprennent très bien que ces navires ou ce arsenal militaire n'a pas été déplacé pour les Houthis, mais pour les frapper. Maintenant, pourquoi ils veulent les frapper? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, donc, il faut savoir que la production pétrolière quotidienne en baril de jour pour le Koweït, d'accord, pour le Bahreïn, la production journalière est de l'ordre de 167 000 barils jour. Pour le Bahreïn. Pour le Koweït, c'est 1 800 000 barils jour. Production. Pour l'Arabie Saoudite, c'est à peu près 9 millions de barils jour. Pour les Émirats Arabes Unis, à peu près c'est 1 800 000 barils jour. Les Iraniens, ils produisent à peu près par jour 3 335 000 barils jour. Alors, s'ils frappent, ça sera le coup de grâce pour l'effondrement mondial. Parce que s'ils frappent l'Iran, il faut savoir que si tu rajoutes la production de Bahreïn, et du Koweït, et de l'Arabie Saoudite, et des Émirats Arabes Unis, et de l'Iran, ceci correspond à la Chine a besoin à peu près par jour de 11,5 millions de barils jour. Ils ont besoin de 11,5 millions de barils jour. 42% de ce besoin, il est fourni par qui? 42%. Il est fourni par l'addition de Bahreïn, de Koweït
de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. Donc, s'ils déclenchent une guerre là-bas, qui frappe l'Iran? Ils vont riposter en frappant les différentes bases militaires américaines dans la région. En l'occurrence, Bahreïn, Koweït, l'Arabie Saoudite, Émirats. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La production du pétrole va s'arrêter. Donc, la Chine, elle va se retrouver dans... pardon, il y a une abeille. Alors, donc, elle va se retrouver déficitaire de l'ordre de 42%. 42%. Il n'y a pas une crise énergétique. Tu rajoutes que les différents pays seront obligés d'imposer des tarifs douaniers contre elle. D'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 9 millions de barils d'or qui transitent par le canal de Suez. Donc s'il y a une guerre, tout ça s'arrête. Et le prix du baril du pétrole, donc il va augmenter jusqu'à aux alentours de 500 $. Et l'Europe, donc il y aura une crise mondiale énergétique. Et l'Europe, elle n'aura qu'une solution, c'est quoi? Pardon. C'est soit d'acheter, de s'alimenter pour plus acheter de Moyen-Orient, donc ils seront obligés de se rabattre sur la Russie, ou au Charlot, en Ukraine, ou aux États-Unis. Et Poutine va se faire plaisir, et Charlot va se faire plaisir aussi. Ils ne pourront pas assurer ce prix, ce coût-là. Donc 500 $ par jour, c'est impossible. Tu rajoutes à 14 000 milliards de dettes, tu rajoutes ce qu'ils ont investi au cours de la guerre de l'Ukraine, tu rajoutes à 1000 milliards qu'ils ont investi pour la future armée européenne, tu rajoutes à les milliers de milliards d'euros qu'ils ont perdu par jour au cours des tarifs douaniers imposés. Que tu rajoutes jusqu'à en arrivant au baril de pétrole 500 $ le baril jour, ça sera le coup de grâce, ça sera un effondrement total, stagnation totale. Et les Américains, ils vont développer l'ancienne technique au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Eux, ils sont indépendants en matière de besoins énergétiques. Il y a une production interne. Ils vont se clôturer, ils vont fermer les frontières. La production, elle continue parce qu'il y a le pétrole. Ils n'ont pas besoin de pétrole qui vient de le... Ils n'ont pas encore utilisé leur pétrole, leur réserve. Donc, ils ont l'autosuffisance. Ils vont s'attendre que le monde s'écroule. Et par la suite, il y aura donc une nouvelle ère mondiale avec le système effacement des dettes. Les 648 000 milliards de dollars de dettes vont s'effacer, de même que les dettes pour les pays européens, et on passera donc à la crypto-monnaie, au Bitcoin, avec l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Embrasement de la région du Moyen-Orient, la réalisation du grand Gibraltar, de passage, et voilà, donc voilà à peu près le principe. Maintenant, c'est ça. Ce qui change, c'est la politique. Donc on reste focus sur le principe. C'était très long, mais pour ne pas se perdre, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, c'est d'après leur objectif, mais ce qui va se passer, ce qui a été décrété par le bon Dieu. Alors, on appelle aux musulmans de se raffermir en matière de foi, de apprendre notre religion, de se préparer parce que l'embrasement c'est inéluctable. L'embrasement c'est inéluctable. L'effondrement c'est... Il n'y a pas d'issue. L'effondrement, on est arrivé au choc mondial, le choc, l'Akhir Zaman. C'est-à-dire on est là. Ça va exploser, ça va. Mais casse, il n'y a pas, c'est subhanallah. Alors il faut se préparer. Déjà on a entendu la sirène. الله المستعان. الله السلام والعافية. اللهم صل وسلم أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وشكرا et merci de votre patience. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh.